Attention, cette émission n'est consacrée qu'à un but de divertissement, et non qu'à un complément de cours d'histoire du cinéma parce que vous avez un prof nul. Donc à part les dates, les personnages et certains événements, n'utilisez pas cette émission comme révision pour vos partiels, car vous n'aurez pas votre moyenne, raterez vos études et finirez votre vie comme équipier à McDo. Même pas manager puis après cadre, hein, juste équipier. Vous êtes prévenus. Précédemment. Je m'appelle Tosaki, jeune étudiant en fac de cinéma qui a l'ambition absurde de devenir réalisateur. Et vous savez ce que je fais 100% du temps? Je reste assis dans un amphi. Hey Nick, tu m'as demandé? Oh salut Toast, ouais rentre, je t'en prie. Enfin ce n'est pas vraiment une machine à voyage dans le temps, pour en parler. Elle permet d'interagir, de parler avec le passé en projetant le contenu de la bobine sur un écran. Bordel de pute... C'est Loup Lumière, c'est Loup Lumière. Et on a amélioré son concept en créant avec mon frère en 1895 à la fois un appareil de prise de vue et de projection qu'on a appelé le cinématographe. Je pense juste que vous êtes un lâche. Mais va te faire voir! T'as un peu de temps libre demain? Bien sûr, pour cette invention j'en aurai. Génial. En plus ça va te plaire. Je crois voir de qui tu parles. Mais laisse-moi la surprise. Chronobobine. Scène de Méliès. Georges Méliès, pour vous servir, messieurs. Ça c'est de l'entrée en matière. Merci. Mais qui êtes-vous, jeune homme? C'est Tostaki, un ami à moi. Il voudrait avoir un entretien avec toi. Oh, très bien, ce sera avec plaisir. Merci beaucoup. Nick, musique. Monsieur Georges Méliès, vous êtes né le 8 décembre 1861 dans le 3e arrondissement de Paris. Après votre service militaire à Blois, votre père vous apprend la mécanique et vous envoie à Londres en 1883 pour que vous puissiez améliorer votre anglais. Tout à fait. J'ai travaillé comme vendeur dans un magasin de confection. Et là-bas, j'ai pu apprendre la prestidigitation à l'Egyptian Hall. L'Egyptian Hall? Qu'est-ce que c'est? C'est une salle d'exposition qui n'existe plus maintenant. Et à l'époque, c'est là où se produisait David Devant, un illusionniste anglais. Il m'a tout appris. Et en échange, je lui construisais des décors pour ses spectacles. D'accord. Il vous a donné le goût de la magie en gros. Il me l'a apprise. Mais bien avant sa rencontre, j'étais un admirateur de Robert Houdin. C'était un illusionniste aussi? Le plus grand, il a tout créé. Qu'est-ce qu'on vous apprend à l'école? Excusez-moi, je l'ai su en faisant mes recherches, hein. C'est juste pour que les auditeurs comprennent toute l'histoire. Mais qu'ils aillent à l'école, ces auditeurs. Ne pas savoir qui est Robert Houdin, c'est une honte. Les jeunes connaissent plus des gens comme Justin Bieber. Ah, vous connaissez? Oui, Louis en a pleuré. Donc vous revenez sur Paris en 1885, où vous allez vendre votre part de l'entreprise familiale à votre frère, et vous rachetez avec une partie de cet argent le théâtre de magie de Robert Houdin. À sa veuve, plus exactement. Il était mort depuis quelques années. J'ai aussi récupéré du matériel de ses spectacles et quelques automates. Vous allez devenir directeur de ce théâtre, et vous allez présenter des shows d'illusions qui se termineront par des projections, mais pas de films. Non, en fait, on projetait des photographies peintes sur du verre. Les gens adoraient ce moment. Vous avez dédié votre vie à la magie en fait. Quoi de mieux que la magie? Vous émerveillez les gens. Quand vous êtes un bon illusionniste, vous êtes surtout fantastique, hors du commun, car vous faites des choses que la réalité ne comprend pas. Ça explique les effets spéciaux. N'allez pas trop vite en besogne, jeune homme, vous allez rater trop d'événements importants. Oui, vous avez raison, monsieur Méliès. Pour finir avec la magie, mais pas totalement non plus, vous avez fondé en 1891 l'Académie de Prestidigitation qui deviendra 13 ans plus tard la Chambre syndicale de la Prestidigitation pour pouvoir mieux protéger les magiciens. Les ambulants étaient considérés comme des romanichels par la police à l'époque. Et donc c'est le 28 décembre 1895 que tout bascule pour vous lors de la projection du cinématographe dans le salon indien du Grand Café. J'ai adoré cet appareil. C'était un nouvel outil de création qui permettait de faire des choses jamais vues auparavant. Mais les frères Lumière ont refusé votre achat. Ils pensaient que leur invention mènerait à ma ruine et qu'elle n'avait aucun avenir commercial. Enfin ça vous le savez. Mais vous n'avez pas lâché prise et vous êtes parti à Londres pour acheter à William Paul un appareil de prise de vue appelé l'animatographe. Vous allez alors commencer à faire des prises de vue avec. C'est ça, des choses simples au départ. Et petit à petit, il y a eu de la mise en scène dans ce que je filme. Mais c'est en 1896 que le hasard va bien faire les choses car à l'époque, il arrivait souvent que la pellicule dans les caméras se bloque et se déchire. Il fallait 1 minute pour remettre l'appareil en marche, mais à ce moment-là, vous filmiez la place de l'Opéra. Et pendant 1 minute, les passants, les voitures, tout avait évidemment bougé en 1 minute. En projetant la bande, ressoudée au point où s'était produite la rupture, je vis subitement un omnibus. Madeleine Bastille changeait en corbillard et des hommes changeaient en femmes. C'était magique. Vous avez créé par hasard le premier trucage de l'histoire du cinéma en fait. C'était génial. Dès que j'ai découvert ça, j'ai voulu créer d'autres trucages, tromper l'appareil.
Alors en 1897, j'ai construit un petit studio chez moi à Montreuil pour pouvoir tenter d'autres expérimentations. Tout va très vite à ce moment-là. Vous allez créer des trompe-l'œil, arrêter la caméra pour changer la position d'objet ou d'acteur entre deux images, découvrir la surimpression filmique, et vous serez le premier à faire des fondus enchaînés pour accorder deux images dans un film. Vous êtes le créateur des effets spéciaux. Calme-toi, Toast. Cet homme est un génie, Nick. N'exagérons rien. Vous avez créé des nouveaux métiers dans le cinéma, comme le producteur, le réalisateur, le scénariste, l'opérateur et le décorateur. Vous avez inventé le ralenti, l'accéléré et même le gros plan. Vous avez inventé le cinéma moderne. Vous avez réalisé plus de 500 courts-métrages allant de 2 à 20 minutes en 18 ans. Quasiment que des films fantastiques, poétiques. 2 films seront très importants dans votre carrière. L'affaire Dreyfus en 1899, où vous reconstituez en 10 minutes, eh bien... l'affaire Dreyfus. Effectivement, c'est une logique imparable. Désolé. Et vous réalisez en 1902 votre chef-d'œuvre intemporel, Le Voyage vers la Lune. Un film magnifique à l'imagination débordante, qui a remporté un tel succès qu'il a pu être exporté aux États-Unis. Oui, malheureusement, ça a aussi attiré les vautours. En 1911, la société Pathé est devenue le distributeur exclusif de Starfilm, mon studio. Peu à peu, elle a pris le contrôle de mes films, et je n'ai pas pu lutter contre la puissance des États-Unis. Et dans les années 10, je crois, le style Méliès ne plaisait plus vraiment, le public préférant à ce moment-là les comédies ou les drames réalistes. Que vous soyez bon ou pas, c'est le public qui décide de votre sort dans ces métiers. Alors en 1913, j'ai accepté que je n'étais plus fait pour le cinéma, et j'ai donc abandonné. Ma femme m'est morte au même moment, et j'ai dû m'occuper seul de mes enfants. En plus, j'étais dans l'impossibilité de disposer de mes fonds, et pour couronner le tout en 14, j'ai dû fermer le théâtre où j'avais repris des spectacles à cause de la guerre. Mais vous avez repris des spectacles quand même pendant la guerre, non? J'avais transformé l'un de mes 2 studios de cinéma en théâtre jusqu'en 1923. J'étais poursuivi par un créancier. J'ai donc dû revendre à Pathé ma propriété familiale. Les caisses contenant mes films ont été vendues à des forains, mais la majorité ont été détruits pour en extraire l'argent, ou bien transformés en talonnettes de chaussures. Mais c'est horrible, c'est des créations, on peut pas faire ça à l'art. Après une guerre, ce n'est pas l'art qui sera payé, ce serait trop facile. Et surtout pas les films d'un vieux magicien qui ne rapporte plus rien. J'ai été contraint de vivre chez mon fils, et comme il fallait bien travailler, je suis devenu vendeur de jouets à la gare Montparnasse, dans la boutique de ma nouvelle épouse. Mais vous êtes l'inventeur des effets spéciaux du cinéma moderne. Peut-être, mais on n'est pas à l'abri que tout dégénère. Mais bon, quand on touche le fond, on ne peut que remonter, comme on dit. Qu'est-ce qui s'est passé? On va dire que j'ai eu la chance que les frères Lumière se soient trompés sur l'avenir de leur invention, car en 1926, un homme m'a reconnu. Il s'appelait Léon Druot, et il était le directeur du Ciné-Journal. Il pensait que j'étais mort depuis longtemps, et il m'a aidé à sortir de l'oubli. Ça a créé une certaine polémique à l'époque que vous ne soyez pas reconnu à votre juste valeur. Surtout qu'en mars 31, Charlie Chaplin est décoré de la Légion d'honneur alors que vous n'y étiez toujours pas. Le ministère s'est rattrapé, ils me l'ont remise en octobre. Cette reconnaissance a permis de finir ma vie dans une maison de retraite de la Mutuelle du cinéma. On était les premiers et les seuls occupants d'ailleurs, le 7e art était encore trop jeune pour avoir des retraités. De 32 à 38, jusqu'à ma mort donc, j'ai eu quelques projets de films. Je me suis occupé du syndicat de prestidigitation. Et j'ai aidé des jeunes réalisateurs. Fin de mon histoire. Vous avez une vie passionnante, monsieur Méliès. Merci beaucoup pour tout ce que vous avez fait. Car grâce à vous, vous avez permis la création des films qui ont bercé mon enfance et pour moi, vous méritez tout. Et je pense parler pour tous ceux qui aiment le cinéma en vous disant merci. Chronobobine. Rendez-vous la semaine prochaine, même radio, même heure.